Bonsoir à toutes et à tous. Dans 15 minutes, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé. Une émission consacrée ce soir au Brexit. À minuit, heure française, le Royaume-Uni sera officiellement divorcé de l'Union européenne après 47 ans de mariage houleux. Mais ce clap de fin n'en est pas vraiment un. Voici venu maintenant le temps des négociations sur les liens qui vont unir Londres et Bruxelles. Plus de 600 points sont encore à valider. Axel de Tarlé et ses invités répondront donc à toutes vos questions. C'est dans l'air, c'est dans un quart d'heure, mais tout de suite, c'est-à-dire... Stress permanent, réunions interminables, soirées déprimantes au bureau. Si on se laisse déborder, la vie professionnelle peut vite devenir un enfer, surtout quand on est encore au cœur de l'hiver et que le moral est au plus bas. Alors comment éviter d'être constamment sous l'eau? Comment être plus efficace tout en ayant plus de temps libre? Eh bien oui, c'est possible. Notre invité a la solution, il a inventé la journée de 25 heures. Et oui, Guillaume Declercq, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le co-auteur de ce livre intitulé justement La 25e heure, comment travailler 1 heure de moins chaque jour. C'est aux éditions Le Livre de Poche. Vous avez également créé une marque de mode éco-responsable qui s'appelle Loom. Et vous avez donc trouvé la clé du succès pour gagner du temps. Vous dites qu'il faut apprendre à devenir paresseux. Alors c'est un peu contre-intuitif comme conseil. Exactement. En fait, il faut se poser la question chaque jour, à chaque instant, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour gagner du temps plus tard, demain. Qu'est-ce qui vous a... Pardon, je vous ai coupé. Et toute l'idée, du coup, c'est de se dire, en fait, je dois chercher des petites méthodes pour apprendre à mieux m'organiser, à installer des nouveaux outils. Et en fait, à force, tous ces petits gains cumulés font qu'on gagne du temps. Hein. Si on gagne 1% de temps chaque jour, en fait, au bout de très rapidement, ça peut faire la moitié de temps gagné sur sa semaine ou son année. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à écrire ce livre? C'est la façon dont vous avez vu les gens travailler autour de vous? En fait, il se trouve qu'à l'école, on nous apprend assez peu à nous organiser, à gérer sa charge de travail. Et donc moi, quand je suis arrivé dans la vie professionnelle, comme pas mal de monde, je me suis retrouvé à travailler beaucoup, à travailler tard. J'avais un boulot assez exigeant, j'ai fait quelques nuits blanches au départ. Et donc, il y a juste un moment donné où on se dit, mais est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que je dois continuer à travailler comme ça toute ma vie? Et puis en fait, petit à petit, j'ai eu des discussions avec des gens et je me suis rendu compte que non, ce n'était pas une fatalité, qu'on pouvait faire autrement. Et à force de développer toute une série de techniques, petit à petit, j'ai appris à travailler moins, travailler mieux. Et donc, avec mes deux co-auteurs aujourd'hui du livre, on en a pas mal discuté et on s'est dit qu'il fallait partager au plus grand nombre. Alors, on va revenir justement sur ces petites techniques, ces recettes. Vous parlez de partir très tard, les nuits blanches, ça c'est très français, non? De partir tard du travail, quoi qu'il en soit. Exactement. Aujourd'hui, vous êtes dans un bureau en France d'une grande entreprise, il y a quelqu'un qui finit à 20h, on lui dit bravo. Si vous allez dans les pays du nord de l'Europe, par exemple, au contraire, on se dira tiens, c'est bizarre, 20h, c'est quelqu'un qui sûrement sait mal s'organiser. Et donc, c'est assez intéressant parce que même cette pression sociale, cette pression collective, on l'intériorise énormément. Aujourd'hui, c'est presque bien vu de dire « je suis débordé, je suis sous l'eau ». Donc, il y a vraiment quelque chose à changer dans la culture française. Alors, passons aux choses sérieuses. Vos recettes qu'on peut retrouver dans le livre. Pour mieux travailler, il faut savoir s'organiser. Vous l'avez dit, la base, c'est de savoir dire non. Exactement. C'est le conseil qui est le plus revenu dans les entrepreneurs à qui on a posé la question. En fait, très souvent, on dit oui, je viendrai avec toi à cette réunion, oui, je te suivrai là. Parce qu'en fait, on a peur de vexer son interlocuteur, alors que c'est tout le contraire, en fait. Il faut se dire que mieux vaut dire un non bien expliqué qu'un oui moyen sur lequel on ne va pas être très engagé, puisque au final, c'est peut-être ça, vexer son interlocuteur, c'est faire quelque chose sur lequel on n'est pas à fond, pas à 100%. Oui, vous dites un non fort est plus valorisé qu'un oui mou. Oui, bien sûr, bien sûr. Un non, prendre le temps d'expliquer vraiment un non. Pourquoi c'est pas sa priorité du moment, c'est très important. Et c'est ça qui est au contraire valorisé par son interlocuteur. Qui plus est, si on arrive à personnaliser, c'est-à-dire à se mettre vraiment à la place de la personne qui nous écrit, et puis voilà, le faire juste avec politesse. Donc c'est une mauvaise habitude de dire oui tout le temps? Je pense que c'est la première leçon, s'il y a bien une leçon que vous devez retenir aujourd'hui, c'est la capacité à dire non. Et vous donnez un bon indicateur, hein. Vous dites, si on ne refuse pas au moins 20% des invitations aux réunions, c'est qu'on gère mal son temps, même Exactement. Quand ça vient du patron. Exactement, c'est le corollaire de dans 6 personnes, il y a au moins dans une réunion de 6 personnes, il y a probablement une personne qui ne sert à rien. Parce qu'en fait, on accepte par défaut toutes les réunions sans trop se poser de questions, alors que finalement, il y a peut-être juste une question à se poser qui changerait la donne, c'est
tiens, est-ce que si j'étais malade aujourd'hui, cette réunion aurait quand même lieu? Et si c'est le cas, c'est probablement qu'il faut juste attendre le compte-rendu. Et il y a une bonne façon de dire non au bureau, si c'est notre patron qui nous convoque, par exemple? Oui, bien sûr. Enfin, il y a plein de façons de dire non, mais typiquement, il faut arriver à expliquer aux gens, et typiquement à son patron, que si on dit oui tout le temps, en fait, derrière, il y a plein de non qui sont cachés. On dépriorise certaines choses. Donc, une bonne façon de répondre à son boss, ce serait peut-être OK, je dis oui, mais qu'est-ce que tu veux que je dépriorise maintenant? Autre conseil sur lequel vous insistez beaucoup, c'est de s'imposer une to-do list, donc une liste de choses à faire. On en entend souvent parler, ça paraît tout simple comme ça, mais vous dites qu'on la sous-estime. Alors, tout le monde le fait. J'imagine que vous avez une to-do list. Oui, tout à fait. Mais souvent, on n'a pas... je ne la suis pas forcément. Exactement. Alors déjà, vous ne la suivez pas. Et puis peut-être que vous n'avez pas l'obsession de la to-do list. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a énormément de sollicitations, énormément d'interruptions, énormément de pensées qui traversent notre esprit. Et donc, toute l'idée, c'est de se désencombrer ce nuage noir de pensées qu'on peut avoir. Et en fait, d'arriver à mettre de côté ces pensées grâce à une super mémoire externe qui est tout simplement un bout de papier ou juste une appli sur son téléphone. Donc, il faut avoir l'obsession de la to-do list. Oui, et alors vous dites, une fois qu'on l'a définie, il faut respecter la règle des 2 minutes. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, la règle des 2 minutes, enfin, c'est presque une exception à la règle, puisque l'idée, c'est que dès qu'il y a une tâche qui nous traverse l'esprit ou qu'on nous a assignée, par exemple, par email, et qui prend moins de 2 minutes à faire, il faut la faire immédiatement. Pourquoi? Parce que sinon, le temps de la noter, le temps de la parcourir 2, 3 fois, en fait, ça nous aurait pris plus de temps que 2 minutes. Et c'est assez intéressant parce que c'est vraiment un des conseils que les gens qui ont lu le livre me rappellent souvent. C'est ce qu'ils retiennent souvent. Ils disent que ça a changé leur vie. Plein de gens me disent que ça a changé ma vie. Et moi, c'est vrai que je l'applique au quotidien et ça permet de se désencombrer l'esprit énormément. Alors, vous proposez un plan pour lutter également contre la procrastination, donc la tendance à remettre au lendemain une tâche qui peut nous apparaître comme trop difficile, trop lourde. En 2 mots, c'est quoi les techniques pour y échapper à cette procrastination? Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais par exemple, quand vous avez une grosse présentation à rendre pour le lendemain, en général, vous y tenez. Parce qu'en fait, vous avez une date limite, une deadline. En fait, l'idée, c'est de s'imposer, en fait, de se créer tout seul des dates limites pour les différentes tâches qu'on procrastine. Donc, par exemple, c'est se dire, tiens, j'ai une présentation assez difficile à faire, je vais dire à mon patron ou à ma patronne, eh bien, je te la présenterai la semaine prochaine. Ou j'ai un retour difficile à faire à quelqu'un, lui dire, je te mets un créneau demain dans ton agenda et je t'en parlerai. S'imposer des rendez-vous précis. Exactement. Et ça peut être aussi des rendez-vous agréables. On peut aussi se dire, ce soir à 19h, je vais au sport. Et donc, ça nous force à finir la tâche plus tôt. Vous attirez également l'attention sur toutes les tentations qu'on peut avoir. Évidemment, là, on a plein d'écrans tous, l'ordinateur, le téléphone, les tablettes. Est-ce qu'on peut lutter contre toutes ces sollicitations? Alors, si par exemple, vous aimez beaucoup le Nutella, la meilleure façon de ne pas en manger, c'est quand vous êtes au supermarché, de ne pas en acheter. Donc en fait, vous créez de la distance entre vous et l'objet de votre tentation. Et alors, c'est quoi le rapport avec l'écran? C'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez aller aujourd'hui sur Facebook ou Instagram, j'imagine que c'est sur la première page de votre téléphone. Donc l'idée, c'est de mettre vos applis Facebook, Instagram dans un sous-dossier sur la 4e page. Vous allez mettre 20 secondes à y accéder. Vous mettrez beaucoup plus de temps et donc petit à petit, l'habitude se perdra. Et pareil pour les notifications, j'imagine, on évite. Si vous avez 1 seconde à investir de votre temps aujourd'hui, ça sera la seconde la plus productive de votre vie si vous désinstallez, si vous retirez toutes les notifications de votre téléphone pour ne plus être dérangé. Une dernière question, un petit point mode. Dans votre livre, vous évoquez Barack Obama, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, ou encore le célèbre gourou d'Apple, Steve Jobs. Et vous dites, ils ont tous un point commun, ils portent la même tenue tous les jours. Pourquoi c'est important ? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle en gros la fatigue décisionnelle, c'est-à-dire que j'ai tellement de décisions à prendre aujourd'hui que je ne veux même pas passer du temps à m'habiller. Et typiquement, nous, on en parle parce que c'est l'écueil dans lequel il ne faut pas tomber. C'est-à-dire que au contraire, en fait, quand on gagne du temps sur ce genre de travail, l'idée, c'est de le consacrer à des choses qui sont importantes, comme par exemple juste prendre le temps de s'habiller, prendre le temps tout simplement de cuisiner. Moi, ma 25e heure, je pense que je la consacre en grande partie à cuisiner. Donc, au contraire, au lieu de manger la même chose tous les soirs, eh bien, on s'accorde du temps pour manger différemment à chaque fois. Eh bien, merci. Merci Guillaume Declercq. Merci beaucoup. Co-auteur de la 25e heure, comment travailler 1 heure de moins chaque jour, ou peut-être gagner 1 heure de temps de vie de plus chaque Exactement. jour. Grâce à vous, on va suivre tous ces conseils. En tout cas, moi, je le ferai aux éditions Le Livre de Poche. Tout de suite, C'est dans l'air avec Axel de Tarlé, une émission consacrée au Brexit. Nous y sommes à minuit, heure française. L'Union européenne ne comptera plus que 27 États membres. Voici venu le temps des négociations, maintenant sur les liens qui vont unir Londres et Bruxelles. Plus de 600 points à négocier. C'est dans l'air est intitulé ce soir
soir, Brexit, le grand saut. Bonne émission à vous et bon week-end.